Qu'est-ce que l'ancrage? Quel est le lien entre ancrage et déracinement? Comment le sentiment de déracinement prend-il forme? Quel est mon rapport à l'ancrage? Et comment j'ai soigné mon manque d'ancrage? C'est à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné, où je vais vous parler de déracinement, de quête de stabilité et d'une manière générale du ressenti que génère le déracinement. Je voulais introduire cet épisode en partageant une notion que je trouve assez intéressante quand il s'agit de faire un travail sur soi pour revenir à soi et surtout revenir dans son corps. Cette notion, c'est celle de l'ancrage. L'ancrage est avant tout physique. Il est lié à notre capacité à reconnecter notre corps à notre environnement immédiat. L'ancrage est associé à la Terre, à la planète Terre, qui nous maintient en équilibre, nous fait sentir en sécurité pour pouvoir vivre pleinement notre vie en exprimant nos potentiels et notre identité profonde. L'ancrage étant lié à la Terre est symboliquement représenté par la mère, notre maman. Il ne faut pas oublier qu'avant notre naissance, l'endroit où nous nous sentions complètement en sécurité, c'est le ventre de notre maman. Et durant toute notre vie, on cherche inconsciemment à y revenir quand on se sent perdu et qu'on a besoin de retrouver cet équilibre et ce sentiment de sécurité. L'ancrage peut être aussi énergétique. Il est lié à notre capacité à être connecté à l'énergie vitale qui circule en nous, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Lorsqu'on évoque l'énergie, il est question de vibration, mais aussi de fréquence vibratoire. Ainsi, si notre ancrage énergétique correspond à une certaine vibration, tout ce qui s'aligne avec cette dernière et favorise sa résonance ou son amplification ne sera que bénéfique pour nous. Beaucoup de disciplines permettent d'améliorer son ancrage, telles que le yoga, la méditation ou encore la pleine conscience. Ça a une incidence directe sur nos humeurs, nos états d'âme, notre vitalité et notre fatigue. Chez moi, le manque d'ancrage était quelque chose d'imperceptible, dans le sens où je ne sentais pas du tout que je manquais d'ancrage. Alors que de l'extérieur et dans ma manière d'évoluer dans ma vie entre l'adolescence et le début de ma vie d'adulte, j'ai manqué fortement de stabilité, ce qui a eu de grandes répercussions sur ma santé entre autres. Je dirais avant tout que ce manque d'ancrage était lié au fait que mon monde, c'est ce qui existait dans ma tête, dans mon imagination, mais aussi dans mes rêves. On peut dire que j'étais clairement dans la lune. Ma peur de l'autre, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi la blessure du rejet, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, participaient à amplifier cela. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sentiment de déracinement, ne pas me sentir connectée à ma terre natale, la Tunisie, a été présent chez moi depuis presque toujours. Mon père est expatrié et a vécu à l'étranger plus de la moitié de sa vie. Il m'a peut-être transmis le virus, donc je savais que comme lui, je n'allais pas vivre toute ma vie en Tunisie. Le fait d'évoluer selon des normes spécifiques qui me fermaient au monde n'a fait qu'empirer ce sentiment de déracinement et mon envie de vouloir construire ma vie ailleurs. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai grandi dans un vrai cocon très protégé par mes parents et surtout par ma mère. Ça aurait pu ne pas faire naître cette envie d'aller ailleurs et j'aurais pu avoir aussi peur d'évoluer hors de ma terre natale, hors de ma bulle.
Je me demandais toujours la question suivante. Si je suis autant couvée par mes parents, serais-je apte un jour à vivre plus tard dans un pays qui n'est pas le mien, à y construire facilement ma vie? La réponse était toujours oui, malgré la peur et l'inconnu, surtout que cette question, je me la suis posée assez tôt. Et depuis, je n'ai jamais cessé de construire ma prochaine vie dans ma tête. Depuis le départ de l'aéroport jusqu'à une installation finale. J'ai donc pendant très longtemps imaginé et rêvé mon départ en étant sûre que ça allait me libérer de beaucoup de choses. Je remercie d'ailleurs mon imagination débordante de m'avoir aidé à tenir dans des moments fort difficiles de mon adolescence. À chaque fois qu'il se passait quelque chose que je vivais mal, je m'enfermais en me disant « c'est temporaire, un jour tu changeras de vie et tu riras en repensant à tout ça ». Un peu comme maintenant. Je pense que vous allez halluciner, mais pendant des années, je me rendais régulièrement à l'aéroport de Tunis pour m'asseoir face à la porte des départs. Je me mettais à chaque fois à regarder les gens se dire au revoir, à s'embrasser en étant joyeux ou triste, tout en imaginant mon propre départ un jour et toute l'émotion que j'allais ressentir. Les gens vont au cinéma ou voir des spectacles pour faire le plein d'émotions et moi, mon spectacle favori se passait à l'aéroport de Tunis où je construisais mon futur départ dans ma tête, alors que je ne savais même pas où ni quand il se fera. Un début de réponse a eu lieu en 2003 quand j'ai voyagé pour la première fois en Europe. C'était d'ailleurs l'un des plus beaux moments de ma vie jusque-là. Et c'est ce qui m'a confirmé que j'avais raison de continuer à rêver. C'était à Paris et à mon retour à Tunis, j'étais sûre que c'était dans cette ville que je voulais m'installer et faire ma vie plus tard. Le choix a été facile parce que j'ai grandi avec la culture française et je parlais français depuis mes 7 ans. Depuis, j'ai commencé à manifester le rêve de faire des études à la Sorbonne et d'exercer un métier créatif dans un secteur qui m'attirait énormément, celui de la télévision. La seule inconnue qui restait, c'est quand est-ce que j'allais pouvoir partir. Quand j'ai eu mon bac, c'était la première occasion de le faire, mais je n'étais pas encore prête parce que c'était difficile au niveau des papiers, des inscriptions dans les universités françaises, et j'ai dû attendre 5 ans pour pouvoir prendre mon envol. En 5 ans, j'ai eu le temps d'étudier le design graphique, puis l'écriture et la réalisation cinématographique, et j'ai fini avec un bac plus 5. J'ai eu un parcours universitaire sans embûches qui préparait bien le terrain à ce que je voulais accomplir plus tard. Mon départ était prévu juste après la révolution tunisienne de janvier 2011, et ça fait que mes derniers mois passés en Tunisie avait donc un autre goût, parce que j'avais vu mon pays se transformer d'un seul coup avec la montée de l'islamisme, et ça n'a fait qu'intensifier mon envie de partir. En revanche, être accepté dans une université française n'était pas évident, même avec un bac plus 5 et un bon niveau d'études. Je n'ai eu que des refus de la part de toutes les écoles dans lesquelles j'avais postulé, et en juin 2011, j'avais laissé tomber complètement l'idée de partir. J'avais d'ailleurs accepté un poste d'assistante à la réalisation dans une bonne boîte de production et je m'apprêtais à démarrer officiellement ma vie de salarié en Tunisie. Sauf que, comme la vie est faite de rebondissements, en septembre, je suis contactée par une école de cinéma à Toulouse qui m'informe qu'un étudiant s'est désisté et que j'étais la prochaine sur la liste d'attente. En quelques semaines, tout a été chamboulé dans ma vie. Et me voilà le 6 octobre 2011 au niveau de la fameuse porte de départ à l'aéroport de Tunis-Carthage. Je suis prête à m'envoler pour Toulouse, prête à faire ce pas que j'ai imaginé pendant des années, celui de partir loin de ma famille, construire mon avenir, découvrir le monde, faire des rencontres, m'ouvrir à toutes les possibilités qui allaient s'offrir à moi. Comment oublier ce jour? Ma joie, mon excitation, mais aussi ma tristesse infinie de quitter pour la première fois ma mère, mais je voyais dans ses yeux sa fierté et combien elle était tellement heureuse de ce départ. La première année en France a été très particulière pour ne pas dire difficile. J'ai fait pas mal d'allers-retours entre Toulouse et Tunis et je ne me suis pas sentie intégrée facilement. Je me suis accrochée aux études et j'ai pu avoir un Master 2 avec mention bien à la fin. La deuxième année, j'ai déménagé à Paris et là, c'est comme si ma vie avait pris une autre tournure d'un seul coup et que le rêve de toujours devenait vraiment réalité et pour de bon.
Je me rappelle que quand j'ai déposé mes affaires dans mon appart, je suis sortie tout de suite après et c'est comme si ma vie s'enchaînait. Comme si je ne démarrais pas vraiment un nouveau chapitre et que ma vie a toujours été parisienne. Il y avait néanmoins des choses dont je ne mesurais pas vraiment la lourdeur avant de quitter ma terre natale. Il y a d'une part le sentiment d'instabilité qu'on sent en tant qu'étrangère, le renouvellement des papiers, le stress que ça a engendré tous les ans ne m'a pas vraiment aidé à me projeter sur le long terme, c'est-à-dire au-delà d'une période d'1 an, et à me sentir stable. Après, j'estime que j'ai eu la chance de me sentir pleinement intégrée parmi mes camarades de classe à Paris, et mes collègues aussi plus tard. Je n'étais jamais étiquetée en tant qu'étrangère, et ça change tout quand on quitte ses racines et quand on évolue dans un cadre tellement différent de celui de notre enfance. Je sais que beaucoup d'étrangers qui viennent en France choisissent de rester dans leur communauté d'origine pour justement moins sentir ce déracinement. J'ai longtemps évolué moi-même parmi des groupes de Tunisiens pendant les premières années, avant de me rendre compte à un certain moment que ça me coupait de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de rencontres, et que ce qui m'intéressait en venant en France, c'était de m'ouvrir au monde au-delà de mon pays d'origine. D'ailleurs, je dirais que la peur de l'autre a fini par s'estomper petit à petit grâce à cette capacité d'aller vers les gens qui sont différents de moi, de par leur origine avant tout. Le deuxième point, qui devenait de plus en plus pesant, c'était mes retours en Tunisie pour les vacances, car il y avait comme une fissure qui se construisait petit à petit. Au fil des retours, je ne retrouvais plus mes habitudes d'avant, ni mes routines. La communication devenait difficile avec mes proches, on me faisait trop de remarques sur ma façon d'être, ma façon de parler, de m'habiller. J'ai commencé à changer énormément à l'intérieur et je ne me retrouvais clairement plus dans les discours de mes proches. Je sentais aussi que j'avais de moins en moins ma place et c'est bizarre parce qu'à chaque fois, j'étais vraiment impatiente de rentrer et de retrouver les miens, de retrouver mes repères, mais dès que j'arrivais, mon excitation retombait. Je me rappelle qu'une fois, ma mère m'a dit une phrase qui m'a fortement marquée « Arrête de lutter, ta vie n'est vraiment plus ici ». C'était une claque, je me sentais naïve de croire que je pouvais jouer sur les 2 francs, me sentir chez moi des 2 côtés de la Méditerranée, et c'était drôle parce qu'à cause des problèmes des papiers, je ne pouvais pas me sentir chez moi ici en France. Je n'étais nulle part chez moi en fait. Et un été, j'ai senti clairement une déconnexion par rapport à la Tunisie parce que je n'arrivais plus à trouver le sommeil dans mon propre lit. Et j'ai pris ça comme le signe d'un fort rejet de ma terre natale et mon sentiment d'instabilité est monté d'un cran. Cela faisait qu'à chaque retour ici en France, je devais digérer mon séjour qui se passait de plus en plus mal parce qu'il y avait de plus en plus d'incompréhension avec ma famille. En 2014, j'ai pu réaliser mon rêve d'étudier à la Sorbonne. Quelle belle année c'était! J'ai étudié dans l'un des plus beaux quartiers de Paris, dans les locaux de l'Institut national de l'histoire de l'art, et un monde totalement différent de tout ce que je connaissais déjà s'ouvrait à moi. En juin 2015, je décroche un 3e Master 2, celui en digital, média et cinéma, et je suis donc à ma 8e année d'études après le bac. Je faisais là une overdose d'études, et il était temps pour moi de me mettre à chercher un travail. Surtout que le master assez prestigieux que je venais de décrocher pouvait m'ouvrir de belles portes. Sauf que décrocher un travail dans le secteur des médias était une mission presque impossible pour une étrangère en France. Pourquoi ? Parce que les entreprises françaises doivent justifier leur choix de recruter un étranger et montrer qu'aucun autre candidat n'était valable pour le poste, en publiant des annonces sur Pôle emploi et ailleurs, et en faisant plein d'entretiens d'embauche derrière. Il y a aussi une question d'un salaire minimum à offrir, 1,5 le SMIC à cette époque, et d'une taxe à payer qui correspond à 55% du salaire mensuel. Décrocher un travail avant l'expiration de mon titre de séjour 3 mois plus tard, c'était presque perdu d'avance. J'ai préféré être raisonnable et me préparer psychologiquement à quitter la France à la fin de l'été. J'avais même fait un premier voyage avec une partie de mes affaires et informé mon proprio que je quittais mon appart bientôt. Mais c'était sans compter sur une aide venue du ciel de la part d'une personne que j'appelle mon ange gardien depuis. Il s'appelle Jérôme Chouraki et il est à la tête d'un grand cabinet de recrutement dans le secteur de l'audiovisuel.
Je l'ai rencontré dans le cadre de mon master et il était au courant de ma situation en tant qu'étudiante étrangère en France. Un jour, il m'accorde un rendez-vous où il me demande de lui lister les 10 entreprises dans lesquelles j'aimerais bosser. Ça me perturbe et je suis hésitante et toute timide dans mes réponses, mais il insiste sur le fait qu'on parlait là de mes boîtes de rêve et que je n'avais aucune limite dans les propositions. Je les liste et dans la foulée, il m'envoie par mail la liste des 10 personnes chargées de recrutement ou les CEO de ces boîtes que je contacte une à une pour organiser des entretiens avec eux par la suite. Ça ne donne malheureusement rien car mon statut d'étrangère posait problème et là Jérôme décide de passer à la vitesse supérieure. Sans m'informer, il décide en plein été d'envoyer mon CV dans une newsletter qui était destinée à des milliers de personnes qui travaillent dans le secteur de l'audiovisuel. Je me rappelle très bien de ce moment où j'ouvre ma boîte mail, je découvre mon CV avec la fameuse phrase « Il y a urgence pour RIM à trouver une situation stable pour des raisons de visa ». Dans les jours qui ont suivi, le miracle a eu lieu et j'ai été contactée pour un entretien et décroché un poste derrière. En y repensant maintenant, je ne sais pas comment j'ai pu rester dans l'incertitude jusqu'au bout et comment j'ai pu aussi gérer et contrôler mon stress. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pu déclencher la demande de mon titre de séjour de salarié le jour de l'expiration de mon titre de séjour d'étudiante. Je me rappelle très bien d'ailleurs de la tête de la dame au guichet de la préfecture quand elle découvrait le titre de mon poste Community Manager. C'était un métier pas du tout en tension qui nécessitait de recruter un étranger comme les métiers d'ingénieur, du bâtiment ou du milieu médical. Et elle m'a lancé la phrase suivante « Bonne chance pour trouver un accord favorable avec ça ». Mais je m'en foutais et je croyais encore et toujours en ma bonne étoile. J'ai pu d'ailleurs avoir mon titre 7 mois plus tard. Ce jour-là, je réalisais un autre rêve, accéder à mon métier de rêve à la télé. Moi qui ai grandi avec les émissions françaises, qui connais une bonne majorité par cœur, me voilà faisant partie de cet univers, mais cette fois-ci, j'étais de l'autre côté de l'écran. C'était à la fois probable parce que je l'ai visualisé fort à l'intérieur de moi et j'ai passé toute mon adolescence à dessiner cette vie et improbable pour l'aspect paillette du monde de la télé pour la petite Tunisienne que j'étais. Après, le rêve s'est bien sûr estampé. J'ai passé 3 ans de ma vie sur les plateaux de tournage de France Télé. J'ai pu rencontrer les stars qu'on voit sur le petit écran. Mais au bout d'un moment, le rêve devient la vie normale, la routine, et on commence aussi à vouloir autre chose. En novembre 2016, j'ai été naturalisée française et là, je suis entrée dans une autre dimension quant à mon sentiment d'ancrage. Bien sûr, le fait de devenir française m'a facilité énormément la vie au niveau de mes papiers et j'ai pu enfin dire adieu à la Selle Maghreb à la préfecture de Paris. Mais cette demande avait une symbolique très forte par rapport à mon ressenti d'appartenance à ce pays qui m'a accueilli les bras ouverts et m'a permis de vivre ma vie de rêve au milieu d'une culture dont je me sentais très proche. La naturalisation a été une grosse étape qui m'a permis de me libérer de plusieurs peurs, quitter mon appart dans lequel j'étais depuis que je suis à Paris, quitter le salariat plus tard aussi, m'ouvrir plus aux autres et ainsi de suite. En 2016, je ne connaissais pas encore le développement personnel, mais physiquement, je me sentais beaucoup plus ancrée à la terre. Et en 2016, je me sentais pour la première fois chez moi ici. Il m'a fallu 5 ans pour atteindre ce sentiment. Et concernant la Tunisie, alors que les premières années, je rentrais 3 à 4 fois par an, mes allers-retours étaient devenus très espacés, mais je ne peux pas nier que chaque départ de Tunis était très dur émotionnellement et que je ne pouvais jamais retenir mes larmes dans l'avion. Avant, je pensais que parce que j'étais simplement triste de quitter les miens, mais je réalise aujourd'hui que ça avait une connotation beaucoup plus forte. Bizarrement, l'image que j'avais à chaque fois que j'étais dans l'avion était celle d'un passé assez lointain. Chaque départ, il amplifiait la fissure et m'éloignait quelque part de mon enfance, de mon adolescence, de mon enfant intérieur, qui était triste et qui avait besoin d'être rassuré et réconforté. En visualisant des images, c'est comme ça que je le voyais. Et les premières années de thérapie, un peu plus tard, m'ont demandé
une vraie reconnexion avec cet enfant intérieur et ça m'a demandé aussi une vraie rupture physique pour que je puisse comprendre et me libérer de certains épisodes qui ont été vécus comme des traumatismes. Mes derniers voyages, avant 2019, étaient parmi les plus douloureux. Et je ne savais pas encore que je m'apprêtais à clôturer un bon chapitre personnel avant de revenir en Tunisie 3 ans plus tard, guérie, libérée de beaucoup de choses du passé. Si on m'avait dit qu'un jour je pouvais m'éloigner de ma terre natale pendant 3 ans, que je n'allais pas voir ma mère pendant 3 ans non plus, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, ça a eu lieu pour diverses raisons, le Covid, les maladies, mes traitements qui étaient assez lourds et qui m'empêchaient de prendre l'avion, mais aussi la thérapie qui me demandait de digérer certaines choses avant d'y revenir physiquement. J'ai très hâte de vous en dire plus dans les prochains épisodes. Beaucoup de personnes aspirent à quitter la Tunisie pour plusieurs raisons, surtout qu'actuellement, le pays passe par une crise sans précédent. En tant que jeune surtout, on a du mal à se projeter, à trouver un travail, à aspirer à une vie décente et j'estime que je suis vraiment très chanceuse d'avoir pu partir il y a 13 ans. Je ne pensais pas néanmoins que ce départ allait intensifier à ce point ma rupture avec les conventions qui ne me convenaient pas parce que je ne mesurais pas aussi combien la vie ici, au quotidien, et les liens humains que je pouvais construire pouvaient être si différents de ce que j'ai toujours connu. Des fois, je sens même que communiquer avec certains membres de ma famille ne peut plus se faire parce que j'ai l'impression qu'on ne parle plus le même langage. J'ai appris à lâcher prise par rapport à ça, à ne plus être dans l'attente que la personne change ou qu'elle me comprenne et à ne plus être dans une émotion négative par rapport à ça. Je sais que le fait de partir ailleurs donne beaucoup de possibilités, nous aide à changer de perspective, notre manière de voir et de vivre notre vie, nous permet aussi de s'ouvrir aux autres, d'évoluer personnellement, et je ne peux pas forcément comparer ou juger ceux qui n'ont pas pu voir cet ailleurs. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça, parce que ces dernières années, puisque j'ai pu identifier mes propres conditionnements, et tout ce qui me freinait dans mon épanouissement, j'ai essayé de vouloir aider des personnes de mon entourage à évoluer dans mon sens, avant de réaliser que ce n'était pas forcément quelque chose d'aisé. Si on continue à vivre dans la société et parmi les gens qui nous conditionnent. Aujourd'hui, on est en 2024 et je ne sens plus de rupture avec mon pays et mes origines, comme j'ai pu le sentir il y a quelques années. Car j'ai fait la paix avec beaucoup de parties de mon passé, mais j'ai aussi réalisé que je tiens coûte que coûte à cette culture. Le Human Design, en me montrant que je m'épanouissais profondément au sein d'une famille et d'une communauté, m'a confirmé cela. Ça fait que je reste attachée à certaines traditions liées directement à ma culture. Dans ma famille, j'ai toujours aimé être celle qui rassemble les gens, qui prend le lead dans un groupe, qui les fait asseoir pour leur raconter des histoires, parfois banales de mon quotidien. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la Méditerranée et j'ai compris que je pouvais faire perdurer certaines choses même si je ne suis pas là physiquement. J'ai des groupes de discussion avec beaucoup de personnes de ma famille, je partage toujours des histoires, mon quotidien, alors qu'ils sont à des années-lumière de ce qu'ils vivent eux de l'autre côté. On m'a toujours considérée comme étant quelqu'un d'atypique, de créatif, et je sais aussi qu'en assumant cette part de moi, et en la laissant s'exprimer même si je suis différente, je leur permets quelque part de rêver. C'est ma manière d'égayer leur quotidien, mais je le fais aussi pour moi, pour mon propre ancrage. Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. Je ne sais pas vous, mais je le trouve tellement intense car il reprend énormément de chapitres du passé, autour d'une thématique tellement importante qui est l'ancrage. Comme d'habitude, je compte sur vous pour me faire vos retours sur le podcast. N'hésitez pas à venir me parler, je ne mords pas. N'oubliez pas aussi de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute, ça aide à son référencement. Merci et je vous dis à très bientôt.